Très souvent, lorsqu'une personne revient de son voyage, de son exploration en Antarctique et que ses amis, sa famille demandent « Alors, c'était comment ?» Il faut avouer que c'est dur de trouver les mots tant cette destination est époustouflante à bien des égards. Dépaysement total, calme, paix, des émotions douces et plus fortes, la faune curieuse et la glace majestueuse. Et si la Terre a quelque chose de très beau et qui nous récompense à chaque fois, c'est certainement sa nature dans son ensemble. S'il y a bien un voyage qu'il faut absolument faire au moins une fois dans sa vie, c'est bien l'Antarctique, le continent blanc. Très chers passagers, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette 14e édition des conférences en ligne Ponant. Merci sincèrement de votre présence. Nous allons attendre quelques instants afin de permettre à chacune et à chacun de se connecter à cette conférence exceptionnelle sur une destination tout aussi exceptionnelle. Un bonjour très sincère à nos passagers fidèles, aux agents de voyage également, aux jeunes qui ont beaucoup d'intérêt, surtout sur cette destination en Antarctique. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas ou pas bien Ponant, qui sont de plus en plus nombreux et qui souhaitent en savoir plus sur cette compagnie française créée par des marins bretons, dont notre invité du jour, le commandant Jean-Philippe Lemaire, fait d'ailleurs partie. Il n'est pas en Bretagne, mais en Martinique actuellement. C'est bien ça, commandant ? Absolument. Bonjour Frédéric, content de vous revoir. Bonjour mesdames et messieurs, chers passagers ou futurs passagers. Un petit coucou à nos agents de voyage. Et nous sommes contents, c'est vrai, avec Frédéric, de pouvoir aujourd'hui vous faire partager notre passion de l'Antarctique et de pouvoir répondre ou essayer de répondre à toutes vos questions sur le grand continent blanc. Merci, commandant. Alors, assurez-vous bien évidemment que le son de votre ordinateur est activé. N'hésitez pas à augmenter le son s'il y a besoin. Et j'aimerais également, parce qu'on a eu beaucoup de retours, et même moi-même, on a eu beaucoup de liens, de rappels de cette conférence. On a eu un petit souci technique. Donc, dès le début, je souhaite vraiment donner toutes nos excuses. On le veillera pour plus tard, que ça ne se aidez-moi, commandant. Reproduira plus. Exactement, voilà. Donc, désolé encore pour ces emails de rappel qui ont été un petit peu nombreux pour cette conférence. Vous pourrez bien sûr poser vos questions via la barre de chat située à la droite de l'écran. Essayez de garder pour des questions. Je vous conseille cependant de rester connecté sur la présentation parce que j'espère que nous allons répondre à la majorité de vos questions sur le sujet du jour pendant cette présentation. Donc, je dirais attendez 25-30 minutes, je dirais. Et de toute façon, nous avons une équipe, des équipes réservation qui sont dédiées pour répondre à vos questions. En cas de problème de connexion pendant la conférence, nous vous invitons à cliquer sur le bouton rouge « Reconnecter » en haut de l'écran. Et n'oubliez pas que cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez bien sûr voir le replay et le lien vous sera envoyé demain. Ce serait une bonne idée de prendre des notes également. Pourquoi ? Parce qu'il faut rester attentif aux informations données, car un quiz vous sera envoyé demain vendredi pour tenter de gagner une croisière surprise pour 2 personnes et aussi d'autres cadeaux. Alors, nous présenter, donc moi personnellement, Frédéric Janssen, ambassadeur Ponant, j'ai travaillé donc à bord des navires Ponant, j'avais fait beaucoup de voyages autour du monde et quand Ponant m'a fait découvrir l'Arctique et l'Antarctique, franchement, j'ai été, mais vraiment, moi qui aime les destinations où il fait chaud, j'ai vraiment adoré ce dépaysement complet et d'être au bout du monde, que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Je suis vraiment ravi et honoré de votre présence aujourd'hui, commandant Jean-Philippe Lemaire, qui est à l'origine, qui est là depuis le début de la compagnie et l'un des premiers commandants à rencontrer la glace avec un navire Ponant. Commandant, quelques mots d'introduction ? Non, juste que l'aventure continue. On a démarré en 99 avec le Levant, nos premières émotions polaires, glacées, nos premiers icebergs. Et puis après l'ouverture sur le grand continent blanc à partir de 2004. C'est une aventure d'émotions partagées avec nos passagers. Merci. Alors, le sommaire de ce jour, donc nous allons parler bien sûr de l'Antarctique, terre des mystères. Nous allons faire un zoom sur nos expéditions emblématiques à bord des sister ships et la découverte de 2 itinéraires proposés à bord du commandant Charcot également. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'itinéraires que ça, mais on fait un focus sur 4 itinéraires lors de cette conférence. Et ensuite, la session en direct de questions-réponses. Et puis, on vous parlera du quiz et de l'offre exceptionnelle également en fin de présentation.
Alors l'Antarctique, terre des mystères, découvrez ce 6e continent avec ses paysages époustouflants et sa faune riche et variée. Tout d'abord, on va voir une carte, commandant. Là, vous pouvez voir donc les différents départs. Donc les départs sont principalement d'Ushuaia, avec également des départs de Puerto Montt au Chili et de Montevideo en Uruguay. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc, on a deux boucles proposées. On a le circuit, on va dire, classique sur la péninsule, après le passage du Drake. Et puis, on a un triptyque qui fait donc les Malouines ou les Falklands, ça dépend d'où on se place. Et puis, 3 jours en Géorgie du Sud et une fin d'exploration par le haut de la péninsule antarctique. Alors, dans ce continent recouvert de glace, c'est vraiment au niveau des chiffres quelque chose de très, très impressionnant. Donc, on est sur 14 millions de kilomètres carrés. Ça fait 2 fois la taille de l'Europe. Ça fait 25 fois la superficie de la France. On a un volume glaciaire de 90% de la glace terrestre, 68% de l'eau douce mondiale. Et donc, les différentes régions que nous pouvons visiter. Donc, la péninsule antarctique, la Géorgie du Sud, les Falklands, donc les Malvines, qui vient d'ailleurs de Malouine, selon Bougainville, de Saint-Malo, le point de départ de ces navires, c'est quand même intéressant à le signaler, le cercle polaire antarctique, la Nouvelle-Zélande, les subantarctiques et les Orcades du Sud. Dans les températures moyennes, parce que souvent on nous pose la question, oui mais il fait froid, 0 degré sur les côtes en été, parce que nous on y va en été, donc c'est notre hiver, c'est l'été austral, et puis moins 25, moins 50 degrés dans leur hiver, pendant notre été, avec une température extrême de moins 89 degrés à Vostok le 21 juillet 1983. À savoir quand même que le commandant Charcot est un navire un peu exceptionnel et en ce moment, ils avoisinent les moins 15 degrés parce qu'ils sont quand même en mer de Ross à 1283 km du pôle sud. Et bon, c'est une croisière un petit peu exceptionnelle que fait pour l'instant le commandant Charcot. Donc accessible d'Ushuaia par le passage du Drake, on en parlera tout à l'heure. Et donc c'est vrai que c'est une question souvent qui nous revient, commandant, oui mais il va faire froid. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a souvent dans un couple, il y a une des deux personnes qui dit ah non, moi j'ai pas envie d'y aller parce qu'il fait trop froid, j'ai pas envie d'aller dans le froid. Oui, tout à fait. On reparlera tout à l'heure des mauvaises raisons de ne pas aller en Antarctique. Le froid en fait partie. Vous l'avez dit, c'est un continent des extrêmes. Alors bien sûr, on va en Antarctique dans la meilleure fenêtre, c'est-à-dire de novembre à mars, c'est-à-dire l'été austral. Et donc, non, il ne fait pas froid en Antarctique. On va dire qu'il fait froid comme lorsque l'on va au ski. Et la particularité, c'est qu'on peut avoir dans la même journée les 4 saisons. Vous pouvez manger autour de la piscine d'un de nos bateaux en t-shirt, comme on pourrait le faire dans un restaurant d'altitude en montagne. Et puis, après, prendre une tempête de neige avec 110 nœuds. Et puis, tout d'un coup, ça se rééclaire sur une vision extraordinaire sur les sommets enneigés. Mais le froid, il ne faut pas ne pas aller en Antarctique parce qu'on a peur du froid. D'abord, on a enregistré depuis 2004 sur nos bateaux une température moyenne entre 2 et 5 degrés. Et ensuite, bien sûr, lorsque l'on est 1 heure, 1 heure et demie dans un zodiaque, avec du vent, on peut avoir une impression de froid, mais on vient vite se réchauffer dans le confort du cocon des bateaux, près du bar. La compagnie fournit des équipements avec un parka, donc il faut être habillé comme quand on va au ski, mais ce n'est pas des froids extrêmes. Et surtout, il ne faut pas que ça soit une mauvaise excuse pour ne pas y aller. Vraiment. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ce qui prend de la place dans la valise, c'est-à-dire les parkas ou les bottes, vous sont donc prêtés. Les bottes vous sont prêtées, et puis la parka vous est offerte dès votre arrivée à bord des navires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à signaler. Alors, commandant, pourquoi l'Antarctique est-elle unique et pourquoi on en revient différent? Alors oui, l'expérience d'un voyage, d'une exploration en Antarctique, elle est unique. Tout d'abord, l'Antarctique est unique de par son positionnement géographique. Vous le savez, c'est un continent entouré d'eau, et cette mer qui entoure le continent blanc, en fait, elle l'enferme un peu comme un cocon. Le courant subantarctique qui crée une thermocline, qui est une ligne de courant,
En fait, c'est une ligne qui fait passer l'eau de mer de 10 degrés du côté sud-américain à 1 degré, d'où présence de glace. Ce qui explique, pour les gens qui ne connaissent pas, que si près du continent sud-américain, on est en fait à peine à 2 jours de mer. N'oublions pas qu'un bateau, ça va à la vitesse d'un Solex. On puisse basculer dans un univers si différent et aussi si extrême. La lumière, la faune, les températures, la géologie, en fait, passer cette frontière naturelle, tout bascule dans un univers blanc et naturellement protégé. C'est la grande différence avec l'Arctique. Les Anglais ont un terme, ils disent pristine. C'est vraiment ça, c'est vraiment immaculé et vierge. À nous de faire en sorte, bien sûr, que cela, ça reste ainsi. On en reparlera. Alors, c'est unique aussi pour plusieurs raisons, pour des raisons que l'on peut expliquer et aussi d'autres qui sont peut-être un petit peu plus subjectives. Alors, d'abord, techniquement, pour un capitaine, c'est toujours un challenge de faire la part des choses entre la sécurité maximum et aussi de faire voyager des passagers dans des zones extrêmes et en tout confort. C'est aussi peut-être, et ça l'a été pour moi, de jouer avec une témérité personnelle, avec l'envie intime de séduire, de répondre à toute l'expectative des passagers et leur apporter des moments d'émotion. Et c'est pour ça que l'Antarctique est unique, c'est que les émotions, elles sont garanties. Je vous le garantis. Unique parce que à chaque retour d'Antarctique, on passe par le canal de Beagle pour rejoindre Ushuaia. Et je peux vous assurer que je me suis dit intérieurement, à chacun de ces transits, celle-là, elle a été belle, malgré parfois la météo ou autre. C'est un voyage garanti en émotion et c'est, je dirais même, facile commercialement d'être enthousiaste en argumentaire passionné. À chaque retour d'un voyage en Antarctique, et j'en ai fait quelques-uns, je me suis dit, j'ai pu leur donner les 5 ou 6 émotions antarctiques. Celle d'un premier iceberg qu'on aperçoit dans le passage du Drake, survolé par un albatros, la proximité par cette faune plus qu'abondante, cette vraie nature, l'observation de baleines, c'est le voyage d'une vie. Je dirais qu'il faut aller en Antarctique une fois dans sa vie. Vous l'avez dit dans notre introduction, le chaud, il est dehors. Le chaud, c'est l'Antarctique. Alors ensuite, bien sûr, c'est mieux de le faire avec Ponant, on en reparlera peut-être et on verra pourquoi. La proximité avec la faune, elle est touchante, car vous rentrez dans leur intimité. En fait, l'homme en Antarctique, ce n'est pas un prédateur. Il voit s'approcher ce qu'on appelle ces manchots rouges, parce que tout le monde a des parkas rouges. Eh bien, tous les animaux voient arriver ces manchots rouges dans leur univers sans s'en soucier. Frédéric, essayez d'approcher une mouette sur la plage ou sur un quai, vous n'y arriverez pas. Alors que vous l'avez vu, on était ensemble, on débarque sur une plage, vous vous asseyez sur un caillou et ils viennent à vous, curieux, même s'il faut respecter les distances. Je me rappelle une fois, nous arrivions avec l'Austral pour sa première escale en Géorgie du Sud. Alors, pour la petite histoire, on venait avec le chef mécanicien, mon ami Hugues de Camus, de passer 10 mois au chantier en Italie. Et donc, on était vraiment contents de notre retour dans le Grand Sud. Je lui dis, allez, viens, on va prendre le premier Zodiac. Quelques passagers nous accompagnent. On débarque sur une plage de Salisbury Plain, en Géorgie, une plage de sable noir. Et j'aide une petite dame toute fluette à débarquer. Elle débarque sur une plage avec des gros galets. Elle regarde la plage et elle voit 400 ou 500 otaries à fourrure qui venaient juste d'avoir leur petit, en fait, qui ressemblent à des petits chiens. Elle lève les yeux pour voir, même si on les avait déjà un petit peu sentis, 500 000 manchots royaux. 500 000. Ce n'est pas une colonie, c'est une montagne, c'est une colline orange. Elle lève encore un petit peu les yeux pour voir des sommets enneigés de 3000 mètres de haut, avec forcément des chutes d'eau qui tombent parce que ça fond. Elle regarde le ciel un peu plus haut. On aperçoit des albatros féligineux qui sont très très rares. Et puis elle se retourne en me prenant le bras pour regarder l'Austral.
était entourée de magnifiques icebergs qui ressemblaient à des châteaux forts. Elle me serre mon bras, elle me serre vraiment mon bras. Elle se met à pleurer, elle me dit, commandant, mais voilà, mon rêve, il est exaucé. J'ai attendu ce moment toute ma vie. J'ai prolongé ma carrière à la Poste pendant 1 an pour pouvoir m'offrir ce voyage. Regardez, c'est le début de l'humanité. Cette nature, elle est là, vierge, rien que pour nous. Voilà pourquoi l'Antarctique est unique. C'est la garantie de la chair de poule, de larmes aux yeux d'émotion. On en revient différent avec l'envie d'y revenir, après avoir certainement peut-être saisi la main tendue de la nature et ressenti au fond de soi l'appel d'épaule. On en reparlera. Et aussi peut-être une mission intime de devenir ambassadeur d'épaule pour que tout cela, ça reste ainsi. Voilà pourquoi ce site, il est en partie unique et pourquoi on en revient différent. Merci, commandant. Et je tiens aussi à préciser que je trouve que justement, les commandants, tout comme vous faites une partie absolument incroyable pour faire découvrir, avec évidemment le chef ou la chef d'expédition, ces voyages qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Alors, pourquoi partir en Antarctique avec Ponant? Donc, c'est vrai que vous avez déjà une variété d'itinéraires. Vous avez également des navires qui sont de petite taille. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun navire Ponant qui dépasse les 250 passagers. C'est quand même quelque chose de très important, surtout dans ces destinations également. On fait vraiment vous découvrir donc les secrets de ces terres extrêmes également. Ces chaînes de montagnes, vous en parliez de la Géorgie du Sud, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de voir comme tout est vert en fait. Et puis, il n'y a pas de prédateurs en Antarctique, il ne faut pas oublier. Donc, les ours, Arctos, c'est dans le nord, c'est en Arctique. Anti-Arctos, Antarctique, il n'y a pas d'ours. Et puis, il y a une vie en harmonie avec leur cycle de vie dans le respect des normes IATO. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure. La navigation également qui est superbe, les sorties. Et puis également des sites historiques, des bases scientifiques. Il n'y a pas d'habitants en Antarctique, mais il y a encore ces bases scientifiques, comme par exemple en site historique la tombe de Shackleton, et puis également partir sur les traces et retrouver comme le PP marqué dans la roche du pourquoi pas, sur les traces des grands explorateurs comme James Cook, Sir Ernest Shackleton ou encore le Belge Adrien Gerlache, ou bien sûr Jean-Baptiste Charcot. Il ne faut jamais oublier le nombre de Français qui ont été là-bas. Donc, quand partir également donc, de novembre à avril, à savoir qu'on a quand même des départs dès octobre avec le commandant Charcot, et puis jusqu'à avril également. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on part un petit peu plus tôt, vers le mois d'octobre avec le commandant Charcot. Alors, commandant, j'aimerais bien vous poser une question également. Parce qu'on peut avoir des obstacles, certaines peurs également pour ce voyage en Antarctique. On parlait du passage du Drake, le mal de mer dans le Drake, comment il faut le gérer? Alors, je vais être très sincère, il y a c'est vrai, deux raisons pour lesquelles parfois les gens hésitent à aller en Antarctique. La première, c'est le froid. On va avoir froid. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On est bien couvert et on a froid comme on a froid au ski. Quand j'en parle à des passagers, à la fin de la croisière, ils m'envoient souvent un petit email à leur retour en métropole en me disant commandant, vous aviez raison, on est en train d'attendre le taxi à Roissy 2F et là on a froid. On a plus froid que l'on a eu avec vous ou sur les bateaux Ponant en Antarctique. La deuxième raison, c'est le mal de mer, qui est une raison à prendre en compte parce que ça peut gâcher un voyage. Alors, le passage de Drake a une mauvaise réputation, justifiée, pour différentes raisons géologiques. C'est un endroit compliqué de navigation et où il peut y avoir des tempêtes, et il y a des tempêtes. Et on a deux arguments pour contrer ça. Tout d'abord, c'est un argument un petit peu subjectif, mais la navigation dans le Drake, c'est 1 jour et demi avec nos bateaux. Au maximum 2 jours, c'est-à-dire que ceux qui ont peur d'avoir le mal de mer dans le Drake, au pire, ça va durer 2 jours, puisqu'après, lorsque l'on est arrivé dans la péninsule ou même en Géorgie, il peut y avoir du mauvais temps ou du vent, mais c'est calme puisque c'est une navigation dans des fjords avec une mer abritée, donc le bateau ne bouge pas.
Deuxièmement, nos bateaux sont stabilisés, ont des stabilisateurs, donc ils sont au mieux, au plus confortables par rapport aux conditions. Et puis, au début, lorsqu'on a démarré avec le Diamant en 2004, on s'en est pris des bonnes dans le Drake, c'est vrai. Mais depuis à peu près une dizaine d'années, on utilise un logiciel de météo qui s'appelle UGRIB et qui nous permet, vous savez, c'est le genre de logiciel qui vous permet de dire qu'il pleut à 15h30 sur le central à Roland-Garros. Eh bien, c'est un petit peu ça. On peut anticiper ce chapelet de dépression qui passe en permanence dans le passage de Drake pour pouvoir, si les conditions sont bonnes, sauter dans une fenêtre entre deux dépressions, ou alors on a la latitude d'attendre, de faire un tour par le Cap Horn, par exemple, pour laisser passer la dépression et de sauter dans la fenêtre suivante. Et au retour, eh bien, on a la latitude aussi de se dire, bon, on avait une escale prévue ce matin dans les Shetland, ben, on va plutôt accélérer le passage de Drake pour être plus confortable. Et je vous assure que personne ne râle. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'arguments contre cette peur du mal de mer que je peux comprendre. Une fois sur place, ça ne bouge plus. Et on a quand même des solutions maintenant techniques pour avoir des bonnes prévisions météo. Et et puis après, il y a les anciens vous diront, oui, mais dans le temps, on parlait de la Drake tax, c'est-à-dire qu'il fallait aussi, pour avoir le droit de toucher la nature avec le doigt, payer un petit peu un prix pour accéder à cette immensité immaculée. Alors bon, ça c'est un petit peu subjectif, mais ceux qui ont fait plusieurs fois ces voyages polaires vous diront que ces contrées aussi ont besoin un petit peu de vent, un petit peu de neige, surtout quand juste après, parce que ça change très vite, le soleil revient. Merci, commandant. Et puis moi, je rajouterais également qu'à bord des navires tenants, comme j'ai eu l'occasion de travailler sur d'autres navires et d'autres compagnies, je me suis toujours senti en sécurité également. Non seulement au niveau de la navigation, au niveau du commandement, mais également au niveau du service médical à bord. Je vous rappelle qu'ils sont français, le médecin et l'infirmière ou l'infirmier. Et je me suis toujours senti en sécurité. Je pense que c'est très important de se sentir en sécurité à bord d'un navire, surtout dans des destinations comme celle-là. Alors, on va vous parler de l'immensité du continent blanc, parce qu'on parle, mais en fait, on va vous montrer quelques images également, parce que ça, ce sont des images que l'on voit assez souvent quand même sur nos voyages. Et on va vous parler donc de ces icebergs qui sont absolument magnifiques, qui sont nettement plus grands qu'en Antarctique, par exemple. Et puis, regardez quelques images. Ici, nous avons le commandant Charcot qui s'approche d'un glacier également. Voilà, vous vous levez chaque matin, vous avez un paysage complètement différent. C'est vrai que ça fait également la richesse avec ces glaces ou ces icebergs beaucoup plus plats avec des formes assez géométriques. Et puis vous avez également vous disiez tout à l'heure, les icebergs en forme de château. C'est intéressant également lorsqu'on navigue dans ce fameux cimetière des icebergs, d'essayer un peu comme les nuages, de découvrir des formes dans les icebergs. C'est assez poétique. Ici, donc, des glaciers, puis les paysages aussi. Ce miroir, cet effet miroir entre le paysage et l'eau est également très belle. Puis à tout moment, vous avez une baleine qui peut sortir. Ça fait partie des glaciers suspendus en Géorgie du Sud. Dans les îles subantarctiques également, en Nouvelle-Zélande, où on va, ce sont des sites classés UNESCO, les Campbell, Macquarie, les Snares. On part depuis la Nouvelle-Zélande d'ailleurs pour les îles subantarctiques. Et là, regardez, vous voyez ces images. On vous explique également, on va parler de l'équipe d'expédition bientôt, mais on vous explique pourquoi les glaces sont plus blanches, plus bleues, etc. Et tout ça avec des naturalistes qui sont français ou en tout cas francophones. D'ailleurs, commandant, la différence entre l'Arctique et l'Antarctique, ce serait quoi en quelques mots? Frédéric, avant de répondre à votre pertinente question, je voudrais juste rebondir sur la beauté de ces images et sans faire une conférence sur la glace, préciser qu'il y a deux types de glace. La photo que tout le monde voit actuellement, donc c'est des icebergs tabulaires qui sont des pièces détachées de glaciers. Donc c'est de l'eau douce, enfin en fait c'est de la neige congelée, très dure. Et puis ce qu'on voit un petit peu autour, c'est de la banquise. Donc la banquise, c'est de l'eau de mer congelée, tout à fait différent. C'est deux émotions différentes. Et les croisières en Antarctique permettent, dans les trois écosystèmes que l'on voit, les îles Shetland au nord, la mer de Weddell, où la photo est prise actuellement, et puis la péninsule,
d'avoir une image complète des 3 écosystèmes que l'on peut proposer. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a un iceberg, c'est un bout de glacier qui se détache, alors que la banquise, eh bien, c'est ce que l'on voit ici au fond de la photo, qui peut avoir différentes épaisseurs. Alors, oui, bonne question. La différence entre l'Arctique et l'Antarctique, c'est très facile. L'Arctique, c'est de la mer entourée de terre, où il y a des hommes, les Inuits, et puis des Canadiens, des Russes, des Danois. Et il y a des ours. Comme vous l'avez très bien dit, j'ai bien aimé votre petite touche culturelle. C'est vrai que Arctique, ça vient de Arcus, du russe, pour dire qu'il y a des ours en Arctique et il n'y a pas d'hommes ni d'ours en Antarctique. Et l'Antarctique, c'est un continent qui est entouré d'eau, je l'ai dit au début de cette conférence, et ce qui explique son côté naturellement protégé, et donc que vous pouvez naviguer sans voir personne. Vous l'avez dit, Frédéric, il y a des hommes en Antarctique, mais ce n'est que des scientifiques qui sont dans les bases scientifiques. On le verra tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de souveraineté en Antarctique. C'est vraiment très, très différent. Il ne faut pas comparer les deux, et les émotions sont différentes. Et souvent, on dit faites d'abord l'Arctique, c'est un peu l'entrée, et ensuite le plat principal, ce sera l'Antarctique. Si vous pouvez, faites d'abord l'Arctique et ensuite l'Antarctique. Et si vous devez choisir l'un des deux, parce que voilà, il faut choisir l'un des deux, ce serait pour moi en tout cas l'Antarctique, parce que comme on le dit, c'est un voyage à faire vraiment une fois dans sa vie. Alors, nous allons parler de ce continent blanc, ou avec la faune emblématique également. Donc, c'est une faune exceptionnelle et abondante, sans prédateurs. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, la vie animale abonde. On a évidemment des baleines à bosse, également des manchots. Je vous rappelle que la langue française est la seule à faire la distinction entre les pingouins qui sont au nord et les manchots qui sont au sud. De nombreuses espèces de manchots, donc les royaux, les papous, Adélie, à jugulaire, les gorfous, les empereurs à bord du commandant Charcot également, les phoques de Weddell, les crabiers, phoques léopards, qui nous mangent parfois les zodiacs, les oiseaux également, donc un grand nombre d'oiseaux de mer migrateurs. Ça, c'est une photo prise du navire. Vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est des moments vraiment superbes. On a tellement d'anecdotes à vous raconter. En fait, on ne peut pas tout vous dire non plus, mais on n'a pas trop le temps. Mais ce sont des moments magiques. Il faut dire, Frédéric, peut-être, excusez-moi, peut-être, Frédéric, il faut dire qu'il y a des endroits dans le monde, dans nos sites d'exploitation, d'expédition, où c'est une angoisse pour nous, c'est une crainte pour nous de ne pas voir d'animaux. Ça peut l'être, par exemple, en Arctique à la recherche des ours, alors qu'en Antarctique, c'est une garantie. J'ai parlé des 500 000 manchots royaux de la Géorgie du Sud, et il y en a 4 ou 5 colonies comme ça. En Antarctique, dans la péninsule antarctique, 30, 40, 50 000 manchots, c'est commun. On en voit, c'est une garantie d'en voir, et des fois, comme vous le dites, on est embêté. Des fois, on ne peut pas débarquer les zodiacs parce qu'il y a trop d'otaries. Bon. Donc, ça veut dire que c'est une garantie. C'est important de le dire parce que c'est pour nous un gros stress en moins. Le vrai stress, c'est comment on va pouvoir faire partager la même expérience à tout le monde. Et ça, on en parlera tout à l'heure. On a des petites astuces. Et personnellement, moi, je n'ai pas fait un seul voyage en Antarctique sans avoir vu des baleines, des manchots, les oiseaux, les phoques. Enfin, on les a chaque fois vus, quoi. Parfois les orques aussi. C'est garantie, c'est un mot. Il faut faire attention, mais c'est vrai que, enfin, c'est la vérité, quoi. Alors ensuite, comment y a-t-il une meilleure période pour partir en Antarctique? C'est mieux d'aller en novembre, c'est mieux d'aller en février, ou en d'autres mots, en quelle période de l'année a-t-on plus de chances de voir des animaux? Alors, la seule période possible, c'est effectivement pendant l'été austral, c'est-à-dire entre novembre et mars. Il n'y a pas de meilleure période. La seule différence dans cette saison antarctique, donc l'été austral, c'est qu'à partir de début janvier, il n'y a plus de nuit. Donc, janvier-février, il n'y a plus de nuit du tout, ce qui nous permet de faire quelques activités en plus, parfois. Les températures sont les mêmes. Et je dirais que
Au niveau de l'observation de la faune, les possibilités du commandant Charcot lui permettent de venir un peu plus tôt parce qu'il peut aller dans d'autres endroits. Mais il faut arriver au bon moment où les manchots, les otaries, les phoques ont eu leurs petits, et aussi où la concentration de toutes les baleines est la plus importante, qui est en général en février. Il y a toujours des baleines à voir, mais la concentration majeure est plutôt en février. Donc, pour résumer, la température est la même. Il n'y a pas forcément des moments où il fait meilleur. J'ai connu des très très belles météos en novembre et puis des météos plus compliquées en janvier. Donc, l'important, c'est qu'on n'arrive pas à offrir les émotions dans le même ordre ou celles qui sont prévues, mais elles ont toujours été là, je vous le garantis. Merci. Donc, nous allons parler des expéditions en Antarctique. Nous allons parler surtout d'un apport qui est, pour moi, moi ça m'a vraiment époustouflé au début, c'est justement ces guides naturalistes. Donc, c'est une équipe de 10 à 12 guides naturalistes à bord des sister ships. Donc, et chacun a sa spécialisation diverse. Donc, l'histoire, la géologie, les mammifères marins, les mammifères terrestres. Et en fait, l'objectif, c'est de faire des passagers des ambassadeurs des régions visitées. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous rentrez chez vous, il y a plus de questions, on a répondu à toutes vos questions. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a des tables le soir au restaurant avec les naturalistes, on peut échanger. Et eux sont là pour votre sécurité, avant tout, le repérage, la préparation en amont, l'encadrement, les échanges avec les passagers, le partage quotidien de leurs connaissances et émerveillements, les récaps et les briefings. Donc, on vous explique la veille ce qu'on va faire le lendemain et on vous récapitule en fait ce qu'on a fait pendant la journée. Donc ça, ce sont des moments qui sont vraiment très enrichissants. Ensuite, vous rappelez quand même que Ponant a été la première compagnie au monde à allier ses croisières en zone polaire avec un confort à bord inégalé. Hein, on a été vraiment les tout premiers là-dessus. Et aussi des professionnels formés à la navigation dans les glaces. D'ailleurs, il me semble même qu'à Marseille, Ponant a été à l'origine d'un simulateur de glace. C'est pas ça, commandant? On n'avait pas ça dans une école, il me semble qu'on avait ça dans oui, une école. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Alors, oui, on a créé un simulateur de glace en accord avec l'école de la marine marchande de Marseille pour pouvoir former les officiers parce qu'il n'y a pas de formation glace dans les écoles d'hydro, pour leur donner tous les prérequis. Je voudrais juste revenir, Frédéric, si vous me permettez, sur la valeur ajoutée indispensable des naturalistes. Sans les naturalistes, un voyage en Antarctique, un voyage d'expédition sur nos navires, ça serait juste une belle balade en mer. Cet apport, cette valeur ajoutée, il est indispensable. Ces gens-là, ils font tout. Ils vous accompagnent sur le terrain, ils vous font les briefings qui sont, on le verra, obligatoires pour l'Antarctique. Ils peuvent manger avec vous, ils sont au quotidien. Alors, vous l'avez dit, il y en a entre 10 et 12, managés par un chef d'expédition, dont certains ont été emblématiques chez nous. Notre ami Nicolas Dubreuil, José Sarica et d'autres, je les salue au passage. Ces gens-là, ils vous font partager leur passion de l'endroit. Alors, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Ils sont en général spécialisés, mammifères marins, géologie, réchauffement de la planète, culture, parce qu'il ne faut pas oublier le côté culturel, l'histoire des grands explorateurs. Vous avez oublié le maire tout à l'heure quand même, hein, dans votre liste, Frédéric. Le Belge, le maire, très important. J'ai failli dire, vous étiez tellement tôt en Antarctique que vous avez laissé un chenal à votre nom, mais il ne faut pas exagérer non plus. Oui, enfin, quand les passagers en Arctique au début me demandaient si j'étais de la famille de Lemaire, je ne savais même pas qui c'était. Donc, ben, c'est un Belge. C'est un Belge. Oui, c'est un Belge. C'est sur le Belgica qui fait ça, en fait. Les naturalistes, c'est super important. C'est des gens au quotidien qui font le lien, qui répondent à vos questions sur le terrain, qui vous encadrent, et puis qui s'occupent de votre sécurité. Parce que lorsqu'on débarque des gens sur une plaque de glace, il faut la tester avant, il faut faire attention. Donc, c'est vraiment le vecteur idéal pour participer à toute l'émotion antarctique.
Et chose importante, à terme, en fait, Ponant, dans son nouveau plan Explore to Inspire, a vraiment envie également d'avoir la présence de naturalistes à bord de tous nos voyages d'exploration. Et je pense que c'est quelque chose qui va être accueilli d'une belle manière également. Je vous rappelle que toutes les activités, les sorties sont incluses également, donc les sorties en Zodiac. Les activités sont selon les envies et les possibilités de chacun. Parce que ça, c'est souvent une question qu'on nous pose. Oui, mais physiquement, je ne me sens pas apte à le faire. Écoutez, si vous arrivez à sortir et à rentrer dans une baignoire, ou si vous arrivez à monter et descendre 5 marches d'escalier, vous pouvez très très bien faire un voyage d'exploration avec Ponant. Il n'y a aucun souci et les activités sont prévues selon les envies et les possibilités de chacun. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit faire la randonnée de 3 heures. On a également une promenade de 45 minutes et puis également juste un débarquement. Donc en fait, il y a vraiment un choix d'activités selon les possibilités et les envies de chacun. Avec des débarquements, en général, il y a 1 voire 2 débarquements par jour, parfois 3. Je pense même qu'on a l'une des seules compagnies à faire autant de débarquements. Et donc voilà, donc c'est important de dire que tout ça, nous le faisons dans le respect du protocole débarquement zéro impact de IAATO, dont nous sommes membres actifs. Et c'est vrai que comme ce sont des expéditions, il y a toujours des imprévus possibles. On a souvent un plan B, un plan C, mais parfois dans les plans B ou les plans C, c'est encore mieux que le plan A. On part un peu à la découverte et on change un petit peu. Et c'est vrai que chaque sortie est différente en fait. Vous voulez rajouter quelque chose, commandant ? Oui, je pense qu'on peut justement aborder le fait qu'un voyage d'expédition en général, mais particulièrement en Antarctique, c'est un concept totalement différent. C'est un concept où il faut que les passagers adhèrent avec ce concept-là, parce que le programme peut changer tout le temps, il faut qu'on s'adapte en permanence. Il y a, comme vous l'avez dit, un programme établi qui est présenté aux passagers la veille au soir. Demain, on ira là et on fera ça. Et puis, à 4 heures du matin, le commandant rencontre le chef d'expédition à la passerelle. Et puis, il y a trop de glace, on ne peut pas y aller, ou il y a trop d'animaux, ou il y a trop de neige, ou etc. Ça veut dire qu'on s'adapte, on a un plan B, on a un plan C. Ça, c'est une première chose où il faut que les passagers adhèrent à ce concept, dans la mesure où nous, de notre côté, on essaie de communiquer au mieux pour pas qu'ils soient un petit peu perdus. Vous le savez, on n'a pas le droit, selon les contraintes IAATO, de débarquer plus de 99 personnes, c'est-à-dire sur un bateau de 200 personnes comme nos bateaux en catégorie, eh bien, on doit diviser les gens en 2 groupes. Vous êtes séparés en 2 groupes, alors bien sûr, pas les familles et pas les couples. Et donc, le groupe 1 part débarquer sur quelque part, et pendant ce temps-là, le groupe 2 fait autre chose. Ça, c'est important aussi. C'est important aussi de parler un tout petit peu d'IAATO sans trop rentrer dans les détails, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'Antarctique est le seul endroit au monde où il n'y a pas de souveraineté. L'Antarctique n'appartient à personne, même si notamment les Argentins ou les Chiliens ont fait naître des enfants en Antarctique pour recommander le droit du sol. Non, l'Antarctique n'appartient à personne. C'est une terre de paix et de science qui correspond au traité de l'Antarctique créé par M. Michel Rocard et le Premier ministre australien. Et ça, il y a un moratoire jusqu'en 2048. Après, on verra bien. C'est pour ça aussi qu'il faut peut-être se dépêcher d'aller en Antarctique et de voir l'Antarctique comme c'est actuellement. Le concept des journées est présenté la veille au soir. Et donc, il y a tout le temps des activités qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont gratuites. Et on pense aussi même aux gens qui sont avec mobilité réduite, qui des fois ne veulent pas sortir parce que ces gens-là, en général, ne veulent pas déranger. On pense à eux. On prend un petit Zodiac, on prend 2-3 marins costauds, et on leur fait faire un petit tour en Zodiac, où des fois, ils voient aussi bien que ceux qui sont à terre. Il faut dire aussi, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais il faut parler de wilderness etiquette, c'est-à-dire c'est un concept qui veut qu'au début de chaque saison, tous les armateurs qui participent à IAATO, qui est une association d'armateurs, et qui édicte des règles, et tous les bateaux sont obligés de suivre ces règles-là en autogestion. Toutes les règles de biodiversité, de biosécurité, ces règles de ne pas transmettre un petit grain d'une plante d'un endroit à l'autre, une maladie d'une colonie de manchots du matin à l'après-midi. Ça, c'est très important pour justement, une nouvelle fois, respecter l'environnement.
Vous l'avez dit, notre but, c'est l'impact zéro, c'est très compliqué, mais au moins, c'est de minimiser l'impact sur l'environnement. Et il y a un genre de bourse qui se passe au début de chaque saison où tous les armateurs choisissent des endroits et des bateaux, ce qui fait qu'en théorie, eh bien, on a, dans un endroit, on a un bateau dans ce qu'on appelle un slot, c'est-à-dire une tranche horaire. Donc, tel bateau va être là de 7h à midi et il faudrait s'arranger en théorie pour partir pour qu'à midi, le prochain bateau ne voit personne. Ce qui veut dire que vous l'avez fait, Frédéric, on fait des croisières où on ne voit personne. Alors, c'est vrai que le succès de l'Antarctique, pour être honnête, a tellement amené de bateaux que des fois, on croise un bateau dans ce qu'on appelle les détroits ou les moments de navigation, comme dans le Gerlache, mais on ne sera jamais deux bateaux en même temps sur un site, ce qui donne toute cette notion d'immaculé et de vierge lorsqu'on débarque. Alors, vous parlez un petit peu plus sur justement toute cette responsabilité environnementale. Donc, les navires ont été créés, donc ont eu le label Clean Ship, qui va au-delà donc des réglementations internationales. Et puis, pour ne pas faire tout ce qui est sur l'écran, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous dire également que début février 2022 à Brest, Ponant a participé au One Ocean Summit, donc qui a mis ses engagements pour la protection des océans. On a fait un engagement renouvelé avec Respect Ocean, qui est en faveur des écosystèmes marins. Également, le concept de la science à bord du commandant Charcot, qui est un engagement qui est unique au monde. On va maintenant vous parler des voyages d'exploration, donc ces 4 itinéraires, avec le premier qui est le plus court, le classique, on va dire, le 11 jours, 10 nuits. Donc en fait, avec les vols, il vous faut 15 jours de vacances. Et pour vous découvrir l'essentiel de la péninsule antarctique et ses plus beaux secrets, avec les bases scientifiques et les anciennes stations baleinières comme Port-le-Croix ou d'autres. Là, on est sur les sister ships. Et donc, je vous disais, du 11 jours, 10 nuits, essentiellement sur la péninsule antarctique. C'est notre itinéraire le plus court. Et on a des départs entre novembre 2022 et février 2023. Commandant, quelque chose à dire sur cet itinéraire ou on passe au suivant? Non, c'est important de signaler donc que c'est l'un de nos 2 principaux itinéraires qui, je vais dire, ne fait que la péninsule antarctique, mais j'ai parlé des 3 écosystèmes que l'on voit très bien ici. Au départ, on voit les îles Shetland, qui sont des îles volcaniques avec l'entrée dans Déception, dans la caldeira d'un volcan, c'est magnifique, la visite d'anciennes stations baleinières. Ensuite, la navigation dans la mer de Weddell, que l'on voit ici donc en bas à droite, qui est une immensité blanche, lieu de l'exploration et de l'expédition de Sir Ernest Shackleton, The Boss. Et puis ensuite, on descend le long de la péninsule, les magnifiques endroits de Paradise, de Neko, et on descend dans le détroit Lemaire, où justement on peut ensuite visiter un magnifique cimetière d'Isberg. Alors, beaucoup d'observations de faune, notamment dans les îles Melchior avec des baleines. Et puis le retour, comme je le disais, c'est toujours intéressant de se repositionner dans les îles Shetland et de voir la météo dans le Drake pour pouvoir sauter éventuellement une petite matinée. Et à ce moment-là, comme on arrive plus tôt, eh bien, on fait un passage dans le Cap Horn, qui est toujours un moment mythique, avant de faire la navigation de 6-7 heures dans le canal de Beagle et de rejoindre Ushuaia, qui est donc le lieu de départ et d'arrivée. La destination est relativement facile, on passe par Buenos Aires et vous avez un vol domestique pour rejoindre Ushuaia. Très bien. Alors ensuite, vous avez l'autre itinéraire, on le fait un peu moins souvent celui-là. Donc ça, c'est celui qui fait 16 jours, 15 nuits, qui est également à bord des sister ships, donc de Ushuaia à Ushuaia, où là, on va toucher les îles Falkland, donc les Malouines, la Géorgie du Sud. Donc c'est en Géorgie du Sud que le commandant a expliqué tout à l'heure, avec les milliers de manchots royaux, par exemple, que l'on retrouve uniquement sur cette partie, donc sur cet itinéraire-là, ces milliers de manchots royaux. Et donc là, on a 4 départs en novembre 2022. Celui de janvier 2023 est déjà complet, donc je ne vais pas en parler. Et donc là, on est sur des possibilités de randonnée également, des plages de sable blanc, de sable noir, des eaux turquoises, des paysages alpins, des plaines verdoyantes, des glaciers, des montagnes enneigées. Et ensuite, petit tour vers la péninsule antarctique. Alors, ce circuit, Frédéric, vous le savez, il est magique. Il est magique puisque c'est un triptyque
On démarre par les îles, je préfère dire Malouines. Et donc, les îles Malouines, ça ressemble un peu comme géologie à Guernesey ou à Jersey. Il n'y a pas de glace. Par contre, vous avez l'occasion d'avoir une émotion extraordinaire de proximité avec les albatros qui se posent. Les ailes des albatros, c'est 3,50 m d'envergure, vous frôlent la tête pour se poser sur leur nid de terre pour nourrir leurs petits. C'est extraordinaire comme émotion. Donc là, c'est une journée et demie aux îles Malouines. 2 jours de mer. En mer, on voit plein de choses. On voit des icebergs, on a des conférences, on ne s'ennuie jamais en mer. Et on arrive 3 jours en Géorgie du Sud, des émotions nature extraordinaires, une faune d'une abondance extraordinaire. Et l'intérêt, si un jour il fait mauvais, on peut revenir le lendemain parce que les distances sont très très courtes. Ensuite, 2 jours de mer pour rejoindre la péninsule. Donc vous le voyez, il y a quand même plus de mer, mais c'est toujours très chargé en activité. Et on finit par le best-of, on va dire le best-of de la péninsule. Forcément, on ne peut pas faire en 3 jours ce qu'on fait en 10 jours avec l'autre croisière, mais on voit quand même le principal. On voit une journée au Shetland, une journée en Weddell et une journée dans la péninsule avant de revenir sur Ushuaïa. C'est le même site d'exploitation, mais ce n'est pas les mêmes émotions. S'il faut en faire qu'une dans votre vie, faites la première, faites la péninsule, mais vous entendrez parler les passagers qui ont déjà fait la Géorgie du Sud et celui-là, et vous aurez envie d'avoir ces émotions Géorgie du Sud. Ne les faites pas ensemble. Il vaut mieux faire une croisière dans le sud, revenir chez soi, mûrir, partager avec ses amis et avoir envie de revenir. Exactement. Et à propos justement de cette grande boucle australe, on a justement cette offre exceptionnelle en Antarctique. Donc là, c'est un package qui est offert sur une sélection de départs en Antarctique, sur 4 départs en novembre 2022. Donc là, vous avez le vol aller-retour entre Paris et Ushuaïa, dans tous les vols, les transferts entre l'aéroport de Buenos Aires et votre hôtel, le programme après croisière, séjour à Buenos Aires, avec une nuit à Buenos Aires. Et donc, en fait, vous prolongez le voyage en Antarctique avec au cœur de la capitale argentine, qui est vivante et attrayante. Et vous êtes libre pour parcourir la fascinante Buenos Aires et les lieux emblématiques. C'est vrai que ce serait dommage de passer par Buenos Aires et pas s'arrêter, commandant. Oui, je pourrais vous donner les adresses le soir de Buenos Aires, des adresses pour aller voir des tangos magnifiques, ne serait-ce que de se promener à pied dans Buenos Aires le soir. Il ne faut pas rater ça quand même, on est juste de passage, ça serait bête. Donc voilà, c'est une offre exceptionnelle en Antarctique, c'est que pour 4 départs en novembre 2022. Nous allons parler maintenant de l'itinéraire du commandant Charcot, avec cet itinéraire de la mer de Weddell et des plateformes de glace de Larsen. Donc là, on est sur la partie plus à l'est de la péninsule antarctique, où là, on est vraiment sur moi, des retours que j'ai eus des passagers, notamment du commandant Charcot, c'est les paysages, l'atmosphère en général et les rencontres avec la faune qui étaient vraiment exceptionnelles. Commandant, vous parliez tout à l'heure des icebergs tabulaires qui sont juste immenses de ce côté-là. Et donc, on est sur une 12 jours, 11 nuits, avec des départs le 27 novembre et le 8 décembre 2022. Et commandant, je vous laisse parler de cet itinéraire un petit peu si vous le souhaitez. Les capacités techniques du commandant Charcot et sa capacité à aller plus loin permettent de proposer des escales qui sont différentes. Peut-être qu'ils s'adressent à des gens qui sont déjà venus en Antarctique et qui veulent aller un petit peu plus loin. Forcément, c'est des paysages qui sont un petit peu différents, avec des baies qui sont encore plus immaculées et vierges, puisqu'il n'y a personne qui peut y aller. Un des avantages du commandant Charcot, c'est également d'avoir plus de place à bord, parce que la capacité générale du bateau est bien supérieure, alors que je vous l'ai dit, on est limité à 200 passagers pour rester dans la catégorie d'exploitation. Si vous allez en Antarctique, vous verrez aussi ces monstres qui passent, 2000 passagers. Ne faites pas ce choix parce qu'ils n'ont pas le droit de débarquer. Et donc, ils font juste de passer. Et nous, on débarque. Et donc, c'est dommage d'y aller et pas de débarquer, quoi. C'est surtout absolument. Ça. Et nous, c'est vrai qu'on va dans le club fermé des bateaux d'expédition, des réels bateaux d'expédition, on est un petit peu amer de voir ces gros monstres-là, parce que c'est vrai que ça décrédibilise un petit peu l'aventure comme on souhaite la faire, mais on a tellement d'endroits où on peut aller que nous, que ce n'est pas un gros souci. Le Charcot, je l'ai dit, permet de pouvoir s'enfoncer un petit peu plus loin, plus sud,
dans l'intimité de cette péninsule et de découvrir des choses qui sont peut-être encore un peu plus grandioses. Avec plus d'activités également, notamment le kayak, la randonnée à pied ou en raquette, le plongeon polaire sans combinaison, la baignade polaire en combinaison étanche, la séance participative, tout ça à bord du commandant Charcot. Et l'autre itinéraire, les manchots empereurs à bord du commandant. Je lis la phrase, mais en fait, ils ne viennent pas à bord, hein, attention. Hein. Donc, les manchots empereurs à bord du commandant Charcot. On va séparer la phrase en deux. Observer les manchots empereurs à la fin de l'hiver austral. Alors, c'est vrai qu'au début de la saison, on n'était pas sûr de pouvoir les voir. Et en fait, oui, on a bien vu avec le commandant Charcot qu'on pouvait le faire. Donc, ça a vraiment été des très, très beaux cadeaux et tout le monde était content. Donc, l'opportunité également de dépasser le cercle polaire antarctique, et les conférences à bord, les activités, je viens de vous en parler. Là, on va de Punta Arenas jusqu'à Ushuaia, c'est du 16 jours, 15 nuits, avec un départ le 30 octobre de cette année 2022. Les vols aller-retour et les transferts sont inclus. Et il y a également un départ le 12 novembre 22, mais qui fait, lui, Ushuaia. Le manchot empereur, c'est très rare de l'observer en Antarctique. Je dirais que le plus facile, ça serait d'aller en Terre Adélie, dans la base antarctique française. Sur les bateaux classiques, austral, boréal, irial, soléal, on peut parfois en apercevoir au sud de la mer de Weddell, mais les capacités du commandant Charcot forcément permettent de quasiment proposer ça avec une garantie. On le voit sur la photo, l'empereur, c'est un manchot qui est plus grand que le… Parce que quand on ne connaît pas trop, on a l'impression que c'est un manchot royal. Mais en fait, un manchot royal, c'est à peu près le même look, mais de 80 cm. Là, ça monte à 1,10 m. Et donc, on a tous vu la trace de l'empereur. Et donc, on va là où a été tournée la trace de l'empereur. Donc, c'est la marche de l'empereur, pardon. Donc, c'est une belle émotion. Et c'est très, très rare de pouvoir en voir. Et on a reçu des photos du bord qui sont absolument incroyables. Je vous invite à regarder les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très, très joli. On aimerait bien vous montrer des vidéos également, mais sur ce type de support en webinaire comme ça, parfois ça coupe. Donc, regardez les vidéos qui sont sur des chaînes comme YouTube ou même sur le site Ponant ou sur le compte Facebook Ponant. C'est absolument magnifique ces vidéos. Frédéric, je voudrais intervenir, excusez-moi. C'est super bien de voir des vidéos avant. Moi, c'est ce que j'ai jamais conseillé aux passagers et aux amis. Je suis désolé, mais… non, mais je vous comprends. Parce qu'il ne faut pas tout déflorer. Et je vous assure que d'arriver sur une plage de Géorgie du Sud ou d'arriver le matin à Paradise Bay, forcément, quand on a vu avant, eh bien, c'est moins magique. Donc, ça existe, je vous le garantis. Mais de tout regarder avant, peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est mon avis, je m'excuse. Non, mais c'est vrai. Certains artistes pensent à des concerts, par exemple. Alors, les ambassadeurs des pôles, pourquoi les ambassadeurs des pôles? Parce que nous avons demandé à certains passagers leurs commentaires justement sur leur voyage en Antarctique. Vous avez ici Dominique, destination unique, même venant de la montagne, émerveillé par ces paysages de glace, ou après 10 croisières Ponant, je pars, quel éblouissement, ces paysages immenses, riches en couleurs, les manchots aussi curieux que moi, les oiseaux, les orques, champagne en zodiaque. Je regarde le magnifique film Ponant tous les mois. Merci Monique. Et d'autres témoignages. Là, le 6 février de cette année-ci, devant l'île des Tailles, annonce du commandant Marchesso. Je ne vais pas pouvoir l'imiter, c'est pas possible. Et donc, voilà, ça c'était à bord du commandant Charcot. Donc, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Bon, n'hésitez pas à les regarder. C'est vrai que c'est une belle terre de partage également des expériences et quelque chose de très bien. Alors, on a déjà quelques questions, notamment s'il y a plusieurs sorties par jour, si on est sûr de débarquer. Oui, il y a 1 voire 2 sorties par jour pour tous les passagers. Donc, tous les passagers font le même programme. Il n'y a pas faut pas s'inscrire ou des choses comme ça. On a toujours un programme qui concerne l'ensemble des passagers dans ces sorties incluses. Ce soit des balades en Zodiac, soit des débarquements en Zodiac. Donc, tout ça dans les activités. Et puis, il y a un point important également, parce que les navires, je vais en parler rapidement. En fait, je vais en parler rapidement, et puis après, on va voir quelques petits points encore ensemble, commandant, et répondre aux questions. Donc, on a les sister ships. Là, on est sur 6 pompes passagers. Toujours, on est sur 200 passagers, donc au niveau de ces croisières en Antarctique. Donc, il n'y a aucun navire qui dépasse les 250 passagers chez Ponant, ça je le dis très souvent. Les salons, évidemment, très confortables. Si vous voulez la paix, être tranquille à 2, il y a moyen. Si vous avez envie d'être avec d'autres personnes, il y a moyen. Le théâtre avec des animations,
concerts de musique classique, les conférences, les films, les documentaires. Également donc le bien-être avec salon de coiffure, salon de massage, soins de visage, etc. Bibliothèque, jeux de société, piscine chauffée, les bars extérieurs, tout ça, les espaces culturels détente, les cabines. On a plusieurs types de cabines différents également. Elles sont presque toutes avec balcon, elles sont toutes extérieures. À bord du commandant Charcot, donc là on est sur un concept complètement différent, je dirais même unique au niveau de son originalité. C'est le premier navire au monde de haute exploration polaire, une conception responsable comprenant une propulsion hybride au gaz naturel liquéfié, un mode électrique également. On a eu l'occasion de l'utiliser en Arctique lorsqu'on s'approchait des ours polaires et ça a été juste une expérience incroyable. Les technologies embarquées de pointe, un design offrant des champs de vision sans précédent. Et puis également au niveau du pont 5, comme quoi on vous écoute, chers passagers, parce que vous nous avez souvent fait la remarque sur les sister ships, on a un pont qui fait le tour complet du navire à bord du commandant Charcot. Donc on est sur 123 cabines et suites et capacité jusqu'à 245 passagers maximum. Et on a plus de membres d'équipage, 70 membres d'équipage pour le même nombre de passagers. Donc ça, c'est pour les navires. Quelques images du commandant Charcot, le salon observatoire. Bon, tout ça, vous retrouvez sur le site si vous regardez. Le théâtre également, c'est un peu le même principe, avec un espace, avec une piscine intérieure, un espace relaxation, un sauna également, avec une cabine de neige, le pont piscine, enfin plutôt les bains Blue Lagoon à l'extérieur qui sont chauffés. C'est juste une expérience fantastique d'être dans ces bains chauffés. Et puis les cabines également, avec une superbe suite de l'armateur, des cabines duplex, donc sur deux ponts. C'est assez impressionnant. Au niveau de la science également, l'engagement à bord du commandant Charcot, c'est la seule compagnie croisière à accueillir des chercheurs à bord avec des espaces de travail dédiés. Ces espaces ont été conçus dès le départ, dès la construction du navire. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant également, où il y a vraiment la sensibilisation des passagers à la protection des écosystèmes. Et ça, ce sera à terme sur toute la flotte Ponant. Polar Collective également, à qui on travaille au niveau de la science participative. Et puis mesurer le passé pour mieux comprendre le futur est un point important également. Et je voulais vous parler d'une petite chose, mais je ne retrouve plus ce que j'avais noté. Je suis belge et blond. On continue parce que c'est vrai que le temps passe et j'ai l'impression que tout ce qu'on a dit est intéressant, commandant, quand même. Donc, j'ai pas envie de ça. On a vu. Non, quel talent, quel talent. Je voulais juste simplement rajouter à votre présentation de la flotte que notre flotte, depuis 10 ans, est copiée. Alors, c'est bien d'être copié, hein, ça prouve qu'on était en avance sur cet apport du luxe dans le monde de l'expédition, puisqu'avant, les bateaux étaient très roots, comme on dit. Et donc, je ne parle pas du Charcot, mais je parle des Boréales australes, Lyrial et Soleal en Antarctique, copiés mais pas encore égalés. Et puis, il ne faut pas oublier que l'argumentaire aussi, c'est au-delà de la flotte, c'est l'équipage, c'est la convivialité naturelle entre l'équipage et les passagers, c'est l'implication des commandants et l'osmose entre les commandants, le directeur de la restauration, le directeur de croisière et le chef d'expédition pour être très très souple au niveau des programmes. Rappelez-vous quand vos danseuses étaient maquillées, prêtes à faire le spectacle et que vous entendiez ma douce voix de la passerelle qui disait « Mesdames et messieurs, si vous voulez sortir voir des orques, les zodiacs vous attendent », vous n'étiez pas très content, mais c'était ça. C'est ça, le spectacle est dehors. C'est ça la souplesse. Et donc, nos bateaux sont magnifiques, ils sont sûrs, ils sont confortables. Et donc, c'est aussi un plus parce qu'il y avait une mentalité de grands voyageurs autour du monde qui aimaient bien ce côté un petit peu roots. Non, c'est très sympa d'être dans un salon confortable chauffé et d'écouter un guide ou un naturaliste qui parle bien anglais. Ouais, et puis c'est tout inclus également. Hein. Donc vous avez toutes les boissons, l'accès Internet, Wi-Fi limité gratuit. En général, on a une bonne connexion Internet, même en Antarctique. Par contre, si vous voulez regarder des films en streaming et tout, là non. Mais si vous voulez écrire, envoyer des emails, etc., il n'y a aucun souci, à part s'il y a une haute montagne qui peut couper parfois pendant 2 ou 3 heures. Mais sinon on a un bon service. Et au niveau du service, justement, sur le commandant Charcot, on a créé cette conciergerie. Vous avez une personne qui s'occupe de votre dossier de A à Z. Donc là, on s'occupe vraiment de vous entièrement. Et en fait, donc vous avez
Vous avez donc des transferts privés, des accès au salon à l'aéroport. On s'occupe du service à domicile en votre absence, des escalators individualisés. Donc, si vous voulez faire des choses avant la croisière, après la croisière, tout ça est prévu également. Donc, ce sont tout ça donc est prévu dans la conciergerie Ponant, offrir une expérience personnalisée de A à Z. Ensuite, vous parlez, parce qu'on avance, du protocole sanitaire. Là, je vais dire une phrase qui est très très simple et que tout le monde va comprendre. L'idée de Ponant, ça a toujours été de protéger ses passagers, ses membres d'équipage et les populations locales. Et donc, on a toujours tout fait pour essayer de limiter au maximum tout cela. En plus de ça, on a dû jongler avec les autorités locales des différents pays, etc. Mais je veux dire, de notre côté, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour justement éviter et protéger que ce soit les passagers, les membres d'équipage ou les populations locales. On a une équipe dédiée qui est là et qui se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Également, la politique de réservation ultra souple qu'on continue, on continue de l'appliquer. Donc ça, c'est toujours jusqu'au 30 juin de cette année. Donc l'acompte de 25% et ensuite le versement du solde final 30 jours avant le départ. Donc ça, c'est un peu concrétiser votre rêve en toute sérénité. Et vous avez vos contacts clés. Donc, si vous passez par une agence de voyage, eh bien, passez par l'agence de voyage. C'est une personne qui va être là pour s'occuper vraiment bien de vous. Et on aime bien nos agents de voyage. Donc, voilà, si vous avez l'habitude de travailler avec eux, restez avec eux. Ils en ont besoin aussi et on les supporte. Et puis, sinon, vous pouvez également contacter nos différents bureaux, qu'ils soient en Suisse, en Belgique, en France également. Donc, les contacts clés. Et puis, je voulais vous dire un petit mot là-dessus également, parce que on a eu c'est pas évident avec les règles chiliennes et les documents, etc. Donc, merci de votre patience. Et puis, j'aimerais remercier les équipes également de Ponant, parce qu'elles n'ont pas fait un travail facile. Moi, j'étais à Paris, il y a une personne qui est restée 40 minutes avec un passager pour remplir ses documents. Avec les règles chiliennes, ça changeait tout le temps, c'était pas facile, quoi. Donc, on a essayé vraiment de faire au mieux. Et enfin, sachez qu'on est là et qu'on est humain et on va toujours tout faire pour être à vos côtés. On a parfois beaucoup d'appels, c'est vrai, mais on est vraiment là avec toute l'équipe de réservation pour vraiment garder ce contact humain. On n'est pas des machines, mais on veut vraiment être là pour vous. Alors, on va prendre quelques questions. Moi, commandant, je voulais vous dire deux choses. Je vous écoute, commandant. Excusez-moi, juste avant les questions, peut-être un petit éclairage en termes des évacuations sanitaires. Peut-être que certains vont se poser des questions. On part au bout du monde, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Ponant a, depuis le début, contracté un contrat d'assistance avec des Chiliens. Et donc, s'il y a un souci, et c'est arrivé plusieurs fois, eh bien, il y a une possibilité d'évacuation sanitaire, même d'Antarctique. Très bien. On me pose la question sur les aurores boréales. Évidemment, boréales, c'est le nord, australes, c'est le sud. Les aurores australes, on ne les voit pas parce qu'elles sont dans une autre période. C'est juste les aurores boréales sur les navires. Et c'est à partir de mi-août en Arctique pour les aurores boréales. Donc, malheureusement, dans le sud, on ne les voit pas. Oui, alors la question est où se trouve la colonie de Manchot Empereur que les passagers du commandant Charcot ont pu atteindre cet hiver après 1 heure de marche sur la banquise. Ils ont pu se diriger vers la banquise et justement, ils m'ont envoyé les photos. Je ne sais plus exactement où c'était, je ne sais pas si commandant vous avez cette information-là, mais je me souviens des photos et ils ont fait 1 heure de marche et ils ont pu aller voir. Alors ce qui était très intéressant, parce que les membres d'équipage nous ont envoyé des photos, c'est que les Manchots Empereurs sont venus vers le navire, ils sont curieux en fait. Et ça a fait des photos incroyables parce qu'on avait installé un bar à champagne avec les canapés, les macarons la durée, et puis vous avez les manchots qui viennent, on avait l'impression qu'ils voulaient leur coupe de champagne. Donc c'était une expérience assez incroyable. Commandant, vous voulez rajouter quelque chose? Sinon on passe à la prochaine. Oui, c'était une rencontre au sud de la mer de Weddell, dans la partie la plus sud, qu'on appelle Snow Hill, ou Pigeon Point. Et donc, c'était un bon moment, oui. Un moment prenant. Les instants prenants. Alors, peut-on discuter sur le travail des scientifiques du laboratoire du commandant Charcot? Alors, pour avoir été à bord du commandant Charcot sur le pôle Nord, je peux vous dire que les scientifiques sont même demandeurs d'échanger avec les passagers parce que, justement, on les challenge avec nos questions. Eux, ils ont l'habitude d'être toujours avec leur milieu scientifique, donc ils aiment bien ça.
Et tout est fait également à bord du commandant Charcot pour que justement il y ait ce partage. D'ailleurs, c'est une condition pour lesquelles les naturalistes, les scientifiques montent à bord, c'est également pour échanger avec les passagers et expliquer sur scène pourquoi ils sont à bord et quels travaux ils vont effectuer. Les débarquements, est-ce que les visites sont libres? Alors on vous encadre. On vous encadre tout le temps, c'est-à-dire que le chef d'expédition vous accueille à la plage et vous explique, bon voilà, Daphné est là-bas, elle va vous montrer le paysage derrière avec un glacier, vous avez là un oiseau qui va être un squat qui va être jusque là, enfin voilà, les manchots là-bas, enfin vous avez Adrien qui est là-bas pour vous expliquer ça, il y a toujours des naturalistes qui sont positionnés pour vous donner justement ces petits points. Alors vous avez l'occasion de faire des balades et après vous marchez librement. C'est pas, vous n'êtes pas en file indienne à suivre les autres passagers. Hein. Et puis on vous donne, à telle heure, vous devez être de retour au niveau de la plage pour embarquer. C'est juste ce que j'ai dit, commandant? Oui, tout à fait. Certaines sorties sont, on va dire, jalonnées par nos naturalistes pour des raisons de sécurité et aussi pour des respects de distanciation par rapport à la faune. En général, c'est 5 mètres, même si j'ai dit que c'était eux qui venaient à nous. Il y a un problème de sécurité parce qu'il peut sur la glace, il peut y avoir des crevasses. Donc, ils sont là pour vous renseigner et puis pour votre sécurité. Mais voilà. Il y a, hormis les randonnées qui sont organisées par niveau, comme vous l'avez dit, Frédéric, les visites à terre sont libres et souvent les meilleurs souvenirs, c'est comme je l'ai dit, il faut s'asseoir et il faut les laisser venir à nous. Et avec certains moments aussi qui sont impressionnants parce que c'est la nature extrême. Donc ça veut dire qu'effectivement votre squat, quand il mange un bébé manchot, c'est la nature aussi. Et alors, on va parler également de 3 thèmes qui sont importants, parce qu'on les mentionne quand même à chaque fois des conférences. Les passagers qui voyagent seuls. On a 104 croisières sans aucun supplément pour les personnes qui voyagent seules, dont 8 pour l'Antarctique. Je vous parle au jour d'aujourd'hui, le 3 mars. Et 2 à bord du commandant Charcot en Antarctique cette année. Donc, il y a 8 croisières en Antarctique sur le site qui sont sans aucun supplément single si vous êtes seul. Pour les enfants, à partir de 8 ans à bord du commandant Charcot, à partir de 6 ans sur les croisières expéditions autres que Charcot. Et pour les croisières classiques, les autres croisières en Méditerranée, etc., c'est à partir de 1 an avec un nombre limité de 5 enfants par croisière. Donc ça, c'est pour les enfants. Les enfants sont les bienvenus à bord, bien sûr. On n'en a pas beaucoup. Je vous rappelle également que Ponant a des croisières spécifiques Kids Club pendant les vacances scolaires. Vous trouverez ces informations sur le site. Il y a un petit logo Kids Club lorsque il y a également les passagers à mobilité réduite. C'est un point important parce que tous nos navires, sauf le voilier Le Ponant, sont équipés de cabines pour les passagers à mobilité réduite. Et c'est vrai, vous l'avez dit, commandant, qu'on a déjà fait sortir donc des passagers en mobilité réduite. Et la phrase que je me souviens, c'est que ce passager en chaise roulante avait dit « Ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne dites pas que ce n'est pas possible ». Et ça, j'ai vraiment trouvé cette phrase magique, quoi. Alors, on va bientôt conclure. Je regarde les dernières questions. Non, on va terminer. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Est-ce que c'est possible de participer même si on a une maladie chronique? Oui, mais tout ça, vous discutez avec le chef d'expédition, avec le commandant. On s'adapte vraiment très, très bien et c'est vraiment bien. Y a-t-il les singles offerts? On en a parlé. Les enfants, on en a parlé. Est-ce qu'il y a des croisières Nat Geo en Antarctique? Oui, tout à fait. Des croisières labellisées Nat Geo. Je pense qu'on a fait le tour et de toute façon, on a un petit peu dépassé de 8 minutes notre conférence. En plus, j'ai des choses encore à vous dire parce que des choses importantes, puisque nous avons cette offre de réduction, cette offre exceptionnelle. En fait, elle est exceptionnelle, ça fait 14 fois que je vous dis qu'elle est exceptionnelle, de 5% de réduction sur tout nouveau dossier, soit si vous réservez par agent de voyage ou même en direct avec Ponant. L'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Demain, on va vous envoyer le quiz pour gagner une croisière surprise pour 2 personnes, ainsi que d'autres cadeaux également. Le dernier quiz, c'est une passagère de la France qui n'a jamais fait des croisières Ponant, qui avait gagné. Ensuite, également, donc demain après-midi, vous pourrez revoir cette conférence grâce au replay. Également, vous dire, pourquoi j'ai complètement mélangé toutes mes fiches, donc tout va bien, Frédéric. Ensuite, la prochaine conférence aura lieu le 7 avril de cette année.
Et voilà. Regardez avec votre agent de voyage ou bien directement avec Ponant pour réserver l'Antarctique. Il faut le faire. Réalisez vos rêves, concrétisez-les. On vit qu'une fois, il faut en profiter. Et c'est vrai que c'est un voyage absolument incroyable. Merci à toutes et à tous. Merci aux agences de voyage. Merci, commandant. Et merci à Jacotte et Mathilde également de nous avoir aidés à créer cette conférence aujourd'hui. Et je vous laisse le mot de la fin, commandant. Merci Frédéric. Un petit coucou donc à Jacotte et Mathilde pour la qualité de leur préparation, le gros travail derrière la vitrine. Et puis vous remercier toutes et tous, y compris nos amis agents de voyage. J'espère qu'on vous aura donné pour le moins envie de nous rejoindre et de partager des émotions ensemble sur ce site d'exception. Je vais juste donner le mot de la fin au commandant Charcot. Et donc, ça sera un beau lien avec notre beau nouveau jouet en Antarctique. Il a écrit ces quelques lignes au retour d'une de ses explorations antarctiques. D'où vient l'étrange attirance de ces régions polaires, si puissante, si tenace, qu'après en être revenu, on oublie les fatigues morales et physiques pour ne songer qu'à retourner vers elles. D'où vient le charme inouï de ces contrées pourtant désertes et terrifiantes? Est-ce le plaisir de l'inconnu, la griserie de la lutte et de l'effort pour y parvenir et y vivre, l'orgueil de tenter et de faire ce que d'autres ne font pas, la douceur d'être loin des petitesses et des mesquineries, un peu de tout cela, mais autre chose aussi. Un grand merci à toutes et à tous. Merci, à bientôt.